On voulait un match engagé. On y a eu le droit. Après 3 matchs qui ont assez vite tourné en faveur d'une équipe ou de l'autre lors de la conférence Ouest, lors des finales de la conférence Ouest, on a eu cette fois-ci un banger entre le Thunder et les Timberwolves. Ça a donné une victoire d'OKC à la fin, 128-126. Match très engagé, très disputé, très physique. Et ça se joue finalement sur une possession et sur une nouvelle victoire du Thunder avec quelques masterclass dans le lot, 40 points, 9 rebonds, 10 passes de chez Gilgeous-Alexander et 34 points d'un Jalen Williams absolument excellent. Shai, qu'est-ce que tu retiens de ce match? On l'a eu, ce fameux thriller qu'on appelait un peu de nos voeux lors du dernier CQFR. Moi, j'ai été assez sidéré par le niveau de shot-making des deux équipes, par l'intensité. Enfin, c'est deux équipes très fortes défensivement et ça finit quand même sur un score relativement élevé, par deux équipes qui ont été très très à droite. C'était un super match. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, prenez le temps. C'est vraiment c'est du haut niveau. C'est digne d'une finale de conférence avec des joueurs. En tout cas, du côté d'OKC, où les stars ont été au rendez-vous. Hein, tu l'as dit, Shai a fait un match superbe. Jalen Williams, bon, s'il y avait encore des questions, là, je pense qu'il y a plus que répondu sur la plupart des matchs de la série. Il a été énorme et là, il est décisif, il est hyper actif, il est adroit. En fait, tous les joueurs au Thunder ont répondu présent finalement parce que Chet Holmgren aussi a été très très bon. Bon, Caruso, quel jour il est pas présent, il est toujours hyper important dans son rôle, un peu dans l'ombre des stars de l'équipe. Non, bah OKC, ouais, j'insiste sur OKC parce que malgré le plutôt bon match quand même des Timberwolves, collectivement, parce que les stars n'ont pas individuellement brillé, malgré ce bon match collectif, OKC m'a encore semblé supérieur, avec plus de sang-froid, plus mature, tout ce qu'on veut, une équipe qui ressemble à un champion NBA avec un MVP qui assume son statut, voilà, je ressors de ce match avec la même certitude, la même assurance que le match précédent a été lâché un peu tôt, un peu volontairement, en se disant on va pas perdre de l'énergie pour essayer de revenir à tout prix. Ils sont sûrs de leur force et ça s'est encore vu. Même si tu l'as dit, le match est très serré, ça se joue vraiment à la fin parce que Minnesota a toujours été dans le coup. Mais voilà, OKC me semble supérieur. Le match est très serré, mais paradoxalement, c'est quand même OKC qui est au contrôle tout du long en fait. 36 secondes, ils ont Ouais, eu. ils ont été Ouais, menés seulement 36 secondes ouais. dans le premier quart-temps, sur deux petits passages très différents, mais sinon tout du long ils sont là, Mm. ils sont au contrôle, ils sont devant. À chaque fois que Minnesota revient, le Thunder trouve toujours et souvent Jalen Williams d'ailleurs. Souvent Jalen Williams, à chaque fois qu'il fallait mettre, bon, Shea aussi on a mis, mais souvent Jalen Williams, c'est notamment, Jalen Williams, il a été très très fort d'entrée, il a donné le ton et il a Mm. été très clutch à la fin. Vraiment, évidemment, Shea fait un très gros match. C'est logique de pointer du doigt de mettre en avant plutôt les 40 points, le quasi triple-double de Shea. Mais honnêtement, Jalen Williams, avec ses 34 points, il a vraiment été énorme. Et Ouais. je viens de voir que sur les playoffs, il est attention, accroche-toi bien, parce qu'on parle de son adresse, etc. Mais malgré ses matchs sans en termes d'adresse, tu sais que sur les playoffs, Jalen Williams, il est à 49% au tir et 50% à 3 points. On est en finale de conférence. Il prend beaucoup de tirs par match et il est aujourd'hui à 49% au tir, 50% à 3 points. Sur le global, ouais, c'est impressionnant. Assez impressionnant. Tu as parlé de la grosse adresse, c'est vrai. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui se lève peut se dire, bah tiens, c'était un match très offensif. Ça a été très disputé, très Ouais. engagé, très âpre, beaucoup de contacts. Et c'est juste qu'il y avait, bah, tu l'as dit, qualité de shot-making. 50% au tir pour les deux équipes, plus de 43% à 3 points au tir pour les deux équipes. Du côté des Timberwolves, c'était essentiellement les Jaden McDaniels, les Nickel Alexander-Walker, Dante DiVincenzo qui ont mis beaucoup de tirs à Mm. 3 points. Et on va peut-être aborder le sujet parce que tu as commencé à en parler, mais Randle et Edwards sont complètement passés à côté. Edwards, il termine avec 16 points, 5 sur 13 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Randle, 5 points, 1 sur 7 au tir, 0 sur 3 à 3 points, benché dans le quatrième quart-temps, comme lors du Game 3. 5 turnovers pour Randle, 5 turnovers pour Edwards, 10 des 22 turnovers. C'est la stat, je pense, les 22 turnovers de Minnesota, parce que c'est un match très serré qui se joue sur une possession, mais au final, il y a une équipe qui a pris 11 tirs de plus que l'autre. C'est un peu, les deux cas sont différents. Les deux, quelque part, ont pas répondu présent. Pour Randle, c'est malheureusement ces matchs-là où il passe à côté, où il est pas en confiance offensivement, où Chris Finch estime que c'est pas pertinent de le laisser sur le terrain.
on discutait avec Théo avant le podcast, ça posera des questions pour l'intersaison aussi, hein, pour Randle, parce que il a été très bon toute la saison, il a été bon sur une bonne partie des playoffs, mais si dans des matchs aussi importants, tu décides 2 fois sur 4 matchs que tu peux t'en passer dans le 4e quart-temps, est-ce que ça vaudra vraiment le coup de le conserver et de pas l'utiliser pour récupérer quelque chose? Ça, on en reparlera ultérieurement. Randle est passé à côté dans le registre dans lequel il passe à côté quand il passe à côté. Anthony Edwards, c'est compliqué parce que moi, ce que je lui reproche un peu, c'est quand vraiment il fallait se montrer, quand il faut être ce leader, ce franchise player, répondre dans le money time, je l'ai pas trouvé très présent, je l'ai trouvé discret. Un peu plus tôt dans le match, j'ai longtemps considéré que c'était qu'il voulait faire jouer les autres, qu'il ouvrait des espaces et des solutions pour les autres, et je trouve que ça a plutôt bien marché parce que Nickeil Alexander-Walker et Donte DiVincenzo ont profité, je trouve, de ces espaces créés. Mais quand tu regardes en définitive, et il prend que 13 tirs en 41 minutes sur un match où son équipe met 126 points, c'est pas ce qu'on attend d'une superstar comme il est censé l'être. Il est capable de le faire, mais là, la marche est peut-être un tout petit peu encore haute pour lui. Je sais pas s'il a besoin de ce déclic psychologique. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une équipe un peu plus forte avec des individualités plus fortes autour? En tout cas, là, sur ce match-là, c'est pas normal qu'à la fin, il ait pris que 13 tirs, alors que avant, je redis que je considère pas que c'était un mauvais match qu'il faisait avant. Vraiment, il arrivait à libérer les autres. Mais dans l'ensemble, à la fin, quand tu vois le match que fait Shai et les responsabilités qu'il prend avec Jalen Williams à la fin, je trouve qu'Edwards a été trop discret finalement. Moi, je l'ai trouvé trop passif au début. En fait, moi, c'est vraiment au début que je l'ai trouvé trop passif. On avait parlé de ce truc-là dans un CQFR, justement. C'était dans celui d'hier avec Théo, quand on était 3, c'est ça, où on parlait de fait que Anthony Edwards, il est pas Chris Paul, en fait. Et tu peux pas faire jouer les autres. Et moi, son premier tir, il le prend à la fin du premier quart-temps. Tout le premier quart-temps, il y a un coup d'accélérateur d'Okessi. Okessi donne le ton via Jalen Williams et via Shai. Et lui, il est pas là. Et lui, c'est là parce que dans le 4e quart-temps, oui, peut-être il est pas méga présent, mais par exemple dans le 3e, je l'ai trouvé beaucoup plus agressif. Dans le 3e, il est agressif et j'ai trouvé dans le 4e, il est ouais, peut-être pas super agressif, mais je l'ai pas trouvé passif complètement. Alors que dans le premier, je l'ai trouvé super passif en fait. Alors que c'est là où il doit direct donner le premier coup. Et c'est ce qui a marché dans l'autre match en fait. J'ai pas compris pourquoi il a pas réattaqué ce match. Après, il y a une très grosse défense d'Okessi qui a haussé le ton défensivement. Avec Dort, il a fait un match encore. Dort sur Randle, par exemple, c'est parce que voilà, on a parlé de Randle qui a pas été bon, mais aussi il a Dort sur le dos, quoi. Et Anthony Edwards, entre Jalen Williams, entre Dort, entre Caruso par moment, entre Cason Wallace, il avait du monde, mais dans le premier quart-temps, il se met pas lui en rythme. Il devrait se mettre lui en rythme en fait, avant de penser à mettre les autres en rythme. C'est pas Oui, c'est le créateur. Oui, il y a pas de vrai. Il y a un vrai meneur qui est Conley, mais qui a un certain âge aujourd'hui, et il n'y a pas d'autres joueurs pour mettre les autres en rythme. Mais je pense que sa meilleure manière à Anthony Edwards, c'est paradoxal, hein, ça dépend vraiment des profils de chacun, mais je pense que la meilleure manière pour Anthony Edwards de mettre les autres en rythme, c'est de se mettre lui en rythme. Parce que si lui, il met 20 points dans un quart-temps, toute la défense d'Okessi, elle va se concentrer sur lui. Et dans un match comme ça, où au final, les joueurs des Timberwolves, ils mettaient leur tir à 3 points, dans un match où DiVincenzo, il est en réussite, où Jaden McDaniels est en réussite, où Nickeil Alexander est en réussite, si toi, tu mettais 20 points, il n'y a personne qui t'arrête, en fait. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Et moi, c'est vraiment au début où, justement, toute la première mi-temps, j'ai trouvé qu'Anthony Edwards était beaucoup, beaucoup trop passif. Mais c'est une position qui est un peu assumée. Il arrête pas. On a l'impression qu'il est un peu obsédé par l'idée. Non, voilà, c'est certainement pas bon, mais obsédé à l'idée de vouloir ne pas passer pour un individualiste, d'être le gars qui fait jouer les autres. Et pour l'instant, ça paye pas, en tout cas dans les moments très importants comme celui-là, parce que tu sais, il disait il y a pas très longtemps. Non, moi je veux pas être le visage de la ligue. Il y a déjà Wembanyama pour ça et machin, mais c'est sûr qu'il pourra pas être le visage de la ligue s'il refuse quelque part ce rôle de mec qui se met en avant. Tu vois, Shai, sans être aussi démonstratif qu'Edwards parfois, il se cache pas. Parfois, il fait jouer les autres, mais vraiment, quand il faut mettre des gros coups de boost offensifs en jouant un peu plus solo, il le fait. Et c'est pas le seul. Donc
Voilà, moi, il me semble un peu, un peu partagé entre l'envie qu'on dise pas de lui que c'est un individualiste, et en même temps, de temps en temps, il va te dire, oui, ben, je sais que j'ai besoin de faire ça, je vais le faire au prochain, c'est pas normal que j'ai pris si peu de tirs. C'est, bon, c'est compliqué. Et quelque part, il a encore que 23 ans. On sait que, certes, les fenêtres sont pas ouvertes éternellement, mais peut-être que ça va venir aussi, peut-être que ça va arriver avec l'arrivée d'autres joueurs autour, parce que voilà, on en parlera une fois que la série sera terminée, parce qu'elle s'approche quand même, je pense, de la fin, avec OKC qui est plus qu'à une victoire et qui va recevoir. Peut-être qu'il a besoin d'un autre cadre autour, tout simplement. Mais moi, Edward, il m'a pas l'air d'être le genre de mec qui se concentre sur ce que les autres disent de lui. Tu vois, et puis il a déjà montré qu'il était capable. Et en fait, ce que je capte pas, c'est que le match juste avant, il fait tout l'inverse et ça fonctionne. Tu gagnes de 40 points. Pourquoi changer de formule dans ce cas-là? Pourquoi tu reviens sur faire jouer les autres quand c'est pas ce que tu as fait dans le match d'avant et que tu as gagné le match de 40 points? J'ai pas l'impression qu'Edwards, il en ait quelque chose à faire de ce que les gens pensent de lui, son Que ce que ses image. coéquipiers, peut-être, par contre, parce que Et j'ai même ses toujours, je sais coéquipiers, pas. ils le suivent aveuglément, ses coéquipiers. J'ai l'impression que c'est un, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est parce qu'il se dit, j'ai pas l'énergie, je suis fatigué parce que c'est quand même les finales de conférence, même s'il est jeune, tu vois, tu peux être Et puis fatigué. il lui envoie des trucs aussi Exactement. défensivement. Ils font tout pour le sortir du jeu. Exactement, il y a quand même une forte défense sur lui. C'est ses deuxièmes finales de conférence de suite, donc il y a des longues saisons. Il a joué les Jeux Olympiques, Anthony Edwards. Donc bon, il y a tout un truc effectivement où peut-être qu'il est fatigué et qu'il se dit j'aurais pas le jus de le faire sur tout le match, donc je me garde pour plus tard. Peut-être que c'est ça, mais j'ai même pas l'impression qu'il se cache en plus. J'ai ni l'impression qu'il a peur. Après, peut-être que je me trompe, hein, tu vois, je sais pas au final. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il a peur. J'ai pas l'impression que c'est un mec qui s'en fiche qui se concentre sur ce que les autres disent de lui. Et quand je dis les autres, encore plus les médias ou quoi que ce soit, je pense qu'il en a rien à carrer. Je pense que ses coéquipiers, ils lui font complètement confiance et du coup, je capterai pas non plus. Enfin, je veux dire, il a rien à prouver. On est en finale de conférence. C'est la deuxième année de suite. Pourquoi d'un coup, il aurait besoin de prouver? Ouais, je vais vous faire jouer. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un mauvais calcul. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de fatigue hein, là-dedans. Hein. C'est vrai on parle toujours de la fatigue quand c'est pour les joueurs un peu plus âgés, mais au final, Edwards aussi, ça fait 2 finales de conférence de suite. Il y a des JO entre-temps. C'est le seul créateur de son équipe, donc la pression, elle est immense en termes de possession. Alors, ce qui se mange depuis l'an dernier, c'est absolument immense. Ouais, je sais pas. Peut-être que tu as raison, hein, peut-être que c'est autre chose, mais En tout cas, je c'est capte pas. c'est dommage pour Minnesota qu'avec les deux leaders offensifs en difficulté et le fait qu'ils soient quand même dans le match, c'est très près, ils arrivent pas, qu'ils aient pas réussi à prendre ce match. C'est, je pense, c'est pas pour être définitif, ils peuvent très bien aller embêter OKC, aller gagner là-bas, mais là, les circonstances font qu'à mon avis, je pense qu'OKC a vraiment fait on l'avait dit que ce serait le match crucial et déterminant, à mon avis. Je pense que le Thunder a quasiment validé sa place pour les finales cette nuit, même psychologiquement, tu vois. Les deux premiers matchs, il y avait déjà ce sentiment d'impuissance que quelque part on peut retrouver chez Edwards aussi, tu vois. Parfois, c'est juste, il sait peut-être pas comment faire, tout simplement. Du coup, il distribue et il prend pas les risques offensifs tout seul. Je pense que cette série, elle est quasiment terminée. Voilà. Ah, il apprend sur le tas. Effectivement, à 3-1, quand tu sais que tu vas jouer le prochain match à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a- j'allais dire, il y a des motifs d'espoir pour Minnesota. Je veux dire, ce match, il se joue à pas grand-chose, quoi. Encore une fois, il se joue vraiment à pas grand-chose. Quelques actions de combativité, Shea qui passe le ballon entre les jambes, je sais même plus de qui arrive à trouver Williams pour Jalen 3 points. Williams, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, sur un rebond offensif, enfin, c'est aussi au combat qu'ils ont remporté le match. Enfin, sur tous les aspects, je repense à ce que vous disiez tous les deux avec Théo. C'est vraiment, ils ont des atouts peut-être un peu similaires avec un profil défensif, un talent individuel majeur offensif, et finalement ils arrivent à faire les trucs mieux, de manière plus adroite, de manière plus combative, de manière parfois plus collective. Et c'est aussi ça qui fait la différence. Hein. Théo soulignait à juste titre, avant qu'on commence ce CQFR, il parlait de la défense de zone des Timberwolves, avec vraiment clairement l'objectif d'empêcher l'accès à la raquette pour chez Gilgeous-Alexander. Ce qui s'est passé par contre, c'est qu'OKC a très vite vu les paniers à 3 points, et notamment Jalen Williams en réception tir. Et comment dire, ça te met un coup sur la tête, mais cette défense, elle vaut le coup d'être expérimentée parce que le Thunder a plein de bons shooters. Mais il y a quand même pas mal de matchs. On a vu le Thunder, il y a plein de matchs sur ces playoffs où le Thunder met pas dedans, en fait. Chet, c'est pas un shooter élite. Jalen Williams, bon, je l'ai dit, il est à 50% à 3 points sur les playoffs, donc il va mettre, mais voilà. Dort, on sait que ça peut, tu vois, ça peut passer à côté. Et si derrière, tu forces ne serait-ce que
Tu peux forcer le Thunder à faire jouer plus longtemps Isaiah Joe pour un shooter et du coup, tu as quelque chose à éventuellement un peu à exploiter. Tu peux forcer des match-ups. Voilà, ça peut être quelque chose de se dire, OK, la formule était bonne. Par contre, nos stars, il faut qu'elles soient au rendez-vous, qu'elles perdent moins de ballons et le Thunder va peut-être mettre moins de tirs. Les Timberwolves sont pas enterrés. Moi aussi, je pense comme toi que de toute façon, c'est même pas juste parce qu'il y a 3-1 aujourd'hui. Je pense que dès le départ, la série, je pense qu'il y avait plus de chances qu'elle tourne en faveur d'OKC que Minnesota. Mais s'il était les Timberwolves aujourd'hui, tu as quand même des raisons de te dire il faut qu'on prenne match par match. Cette formule, elle a fonctionné. On reproduit à OKC. Après, évidemment, est-ce qu'on va mettre autant? Est-ce que Nickel Alexander-Walker, Dante DiVincenzo et Jaden McDaniels, ils vont mettre autant de 3 points? C'est une autre question. Mais tu peux taper là-dessus. Et si tu prends ce match à l'extérieur, tu changes la donne en fait, parce que tu dis ok, on revient à la maison. Après, de nos jours, les matchs à la maison, à l'extérieur, je veux dire, on voit bien les équipes fortes comme le Thunder. En fait, elles vont gagner partout. En fait, elles vont pas paniquer parce que d'un coup il y a un game 6. À la limite, c'est un game 6 à Denver. Tu vois, tu vas jouer en altitude, il y a vraiment un truc particulier. Mais c'est sûr qu'une équipe comme OKC, elle va pas paniquer si elle doit aller jouer un game 6 à Minnesota. Quoi. Ils vont pas se dire ah non mince, on va absolument pas gagner là-bas. Ouais. Mais un petit mot sur un joueur que j'ai trouvé vraiment excellent et qui, tu vois, on parle de Jalen Williams qui apprend aussi sur le tas, qui est en train de devenir un grand joueur à ce moment-là. Là. Je trouve que le match de Chet Holmgren, il est excellent. Il est vraiment excellent parce que il fait défensivement, il fait des actions déterminantes. Offensivement, il était très agressif. Une ou deux fois, il bully Nasrid, il bully je sais plus qui. Alors contre Gobert, ça a jamais été simple pour Holmgren sur les matchs qu'il a joué depuis le début de sa carrière. Là, ça a été. Bon, il s'est pris un contre ou deux, mais ça a été. Et je l'ai trouvé, voilà, ce fameux langage corporel qu'on aimait bien chez lui l'année dernière, le côté fuck you, tu vois. On l'a retrouvé et c'est un joueur effrayant sur le potentiel encore. C'est un jeune joueur, mais ce qu'il est capable de faire des deux côtés du terrain et il va encore progresser. C'est pour ça que là, ils ont un Big Three théorique avec des jeunes joueurs autour de Shea qui est lui-même pas très très vieux, il a même pas 27 ans encore. Les deux quand même, quand ils seront vraiment arrivés à pleine puissance, et ils sont quand même pas si loin que ça, en tout cas pour Jalen Williams et Holmgren là sur quelques matchs. Bon, l'ère du Minnesota, le Minnesota c'est chez lui. Clairement, il avait dit c'est chez moi ici, je vais faire un gros match. Il l'a fait et c'est très très compliqué d'affronter une équipe qui a ces caractéristiques-là et un joueur comme Holmgren en plus. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est la confirmation de ce qui était espéré, mais qui n'était pas non plus une garantie, en fait. Que le Thunder est le meilleur Big Three de la ligue. Cette saison a été la confirmation. Que Holmgren et Williams soient capables d'assumer un rôle aussitôt dans leur carrière, un rôle aussi important, je veux dire. Au final, la hiérarchie, d'ailleurs, elle s'est redéfinie. On sait qui est le 1, on sait qui est le 2, on sait qui est le 3. Et je pense que chacun colle plutôt bien. C'était une interrogation de se dire est-ce que Williams il va être capable d'être 2? Oui, il répond présent. Est-ce que Holmgren il va être capable d'être 3? Oui, il répond présent. Tu as tout à fait raison. Je peux donner ses stats d'ailleurs. Il fait 21 points, 7 rebonds, 3 contre, 9 sur 14 de tir. Il est excellent. Il est excellent dans l'intensité, il est excellent dans l'attitude. Sur le scoring, il y a des moments où il drive, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, il bully, il drive, il va au cercle, quoi. Il va aller mettre ses points. C'est pas juste des shoots, finalement, il prend que 4 tirs à 3 points, il y va. Il y va, il y a des rebonds offensifs, il y a toute une attitude. Et ces gars-là, mine de rien, sont en finale, on est en finale de conférence, ils sont très jeunes, en fait. Ils sont très, très jeunes, qu'ils arrivent à répondre présent, c'est évidemment, je dirais pas que c'est surprenant au vu de ce qu'ils ont montré pendant la saison, mais c'est assez unique en son genre quand même. Il n'y en a pas beaucoup des gars qui ont réussi à répondre aussitôt présent. Là, on est sur le Thunder qui pourrait être champion NBA en étant la plus jeune équipe de la ligue. Je le répète, c'est un accomplissement absolument incroyable en fait. Ça arrive jamais que des équipes, très rarement que des équipes aussi jeunes, que l'équipe la plus jeune de la ligue aille aussi loin. Là, ils sont aux portes des finales. Mais par contre, ça fait 2 ans qu'on dit que c'est une fausse équipe jeune parce que ils ont pas, c'est des profils de mecs matures, même dans leur jeu. Tu vois, Jalen Williams, on l'a vu arriver un peu par surprise. Il n'est pas d'une énorme fac, il n'était pas ultra attendu à la draft, mais très vite dans le discours et dans la manière de jouer, tu vois que c'est quand même des joueurs matures. Déjà des joueurs concernés par les deux côtés du terrain, ce qu'ils sont les trois, parce qu'on inclut Shea quand même dedans. C'est pas un défenseur passif. Pour moi, c'est un signe de maturité. C'est pour ça que je bifurque, mais tu vois, quand je suis en train d'étudier un peu les profils de draft pour la prochaine, quand je vois des joueurs qui parlent tout de suite du fait d'être, que c'est très important pour eux d'être concentrés des deux côtés du terrain, j'y vois un signe de maturité où ils disent pas tout de suite c'est moi le meilleur joueur de cette draft, je suis très bon de là. Tu vois, c'est pas pour mettre un coup gratos à Jalen Green, même si ça va ressembler à ça, mais
quand il arrivait tout de suite à dire je suis le meilleur joueur de cette draft, mais Ouais, c'est l'ancienne mentalité en fait. c'est C'est les l'ancienne mecs qui sont mentalité. encore Voilà, en mode on est des exactement. Américains, on dit que je suis le meilleur. C'est pas ça qui paye Voilà. aujourd'hui. Il y a une évolution. Je vois Jalen Williams, je vois Chet Holmgren, je vois des mecs concernés par les deux côtés du terrain et à un haut niveau, pas juste allez, je vais faire semblant de faire quelques efforts ici et là, et qu'en plus c'est des joueurs doués offensivement et qui arrivent à se développer en cours de route comme ça, c'est génial en fait pour le Thunder. Ils sont pas encore arrivés au bout, attention, on va pas non plus crier victoire, même si ça y ressemble, mais encore le travail de Sam Presti, quelle quelle violence, quel bon travail depuis des années. Il est vraiment pas loin d'être récompensé, et si ça arrive, il y a encore du boulot, ça fera quand même plaisir de voir le bon travail récompensé et pas juste l'attrait des grandes destinations, des gros salaires, et voilà. Oui, puis pour lui, ce serait vraiment l'accomplissement parce que, pareil, on en parlait, mais Presti, ça fait des années qu'il est considéré comme un excellent dirigeant, peut-être même comme le meilleur dirigeant, et Mm. sans doute a raison, mais il a toujours pas de titre en fait aujourd'hui, Sam Ouais. Presti. Tu vois, et pareil, c'est marrant, je vais répéter exactement ce que je disais à Théo juste avant le début du pod, mais il est aussi celui qui a choisi Ibaka plutôt qu'Arden, tu vois. Ouais. Et ça reste un peu, tu vois, il y en a plein qui se disent, bah tiens, le Thunder aurait pu être une dynastie. Le Thunder, finalement, n'a toujours pas gagné un titre aujourd'hui. Donc il y a eu un énorme travail qui a permis au Thunder d'être dans cette position et il n'y a pas eu la récompense au bout. Et tu peux être le meilleur dirigeant sans gagner, en fait. Ça serait injuste de se dire qu'il faut absolument la bague. Mais là, pour le coup, il peut y avoir une bague. Et quelle bague, en fait? Que avec des mecs qu'il a choisi ou drafté. Tu vois, c'est comme tu as dit, c'est énorme. Je veux revenir juste sur la jeunesse. Dans plein de sports, quand même, on se rend compte, on était souvent, pendant quasiment tout le temps, on s'est dit, tu peux pas gagner en étant trop jeune. Dans quasiment tous les sports, ça se casse, ça. Ça se casse. On a de plus en plus de prodiges qui gagnent très tôt, qui mènent des équipes au sommet des plus grandes compétitions très très tôt. Je pense au foot, je peux parler, je sais pas, du cyclisme. Pour ceux qui connaissent, Pogacar, le maillot blanc sert plus à rien au cyclisme. Les mecs gagnent quand ils ont 22 ans, en fait. ouais. Tu vois, c'est à 22 ans, tu viens, c'est là où tu es le meilleur, en fait. Ton prime, il est beaucoup plus tôt dans ta carrière. Et pareil, même au foot, un peu plus délicat, parce que là, c'est vrai que les deux équipes qui sont en finale avec des champions, il n'y a pas forcément, ça c'est pas forcément mené. Il y a aussi quand même un groupe un peu avec des gars expérimentés, mais et encore. Au PSG, il y a des joueurs super jeunes au milieu du terrain, etc. Ouais. Tu vois, on est ok. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde avec Messi, mais Non, mais tu peux prendre. on est sur une ère l'Espagne de Voilà. Lamine Yamal. Ce que j'allais dire, à l'échelle de l'Euro, le mec a même pas 17 ans et Nico Williams, c'était le meilleur joueur de la compétition. ouais. Voilà, il fait demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, on voit que le mec, puis tu peux remonter à Mbappé avec la Coupe du Monde. À Et la limite, Mbappé avec la Coupe du Monde, bien sûr. De plus en plus jeune, tu peux. Et voilà, bah, si on parle d'Mbappé, tu vois, tu me parles pas d'âge. Bah, quelque part, ouais, il finit par se vérifier au basket, en fait. On est aussi là dans cette période, visiblement, en tout cas avec OKC, où tu peux te dire, bah, ouais, mais non, en fait. Après, ça soulèvera ça soulèvera d'autres questions qui seront, enfin, ce sera fascinant à observer parce que gagner très tôt, tu vois, bon, Mbappé a gagné très tôt, Yamal a gagné très tôt dans le foot, au basket, on va voir si gagner très tôt dans leur carrière, est-ce que ça les rassasie tout de suite et qu'ils vont avoir du mal après à enchaîner, ou est-ce qu'au contraire, ils seront prêts pour une dynastie? Ça va dépendre de plein de choses, évidemment. Après, ça, intéressant. c'est une autre question. Effectivement, c'est une autre question. Ils y sont pas encore, mais c'est plus parce que c'est vrai que la jeunesse pouvait être perçue comme un un handicap, mais ouais, voilà, c'est ça ouais. presque, ou en tout cas une barrière pour le Thunder de se dire non, mais est-ce qu'ils vont être prêts en fait? Est-ce qu'arriver à un certain stade de la compétition, Williams et Holmgren ou même Shea en fait, qui est un peu plus vieux, est-ce que ces gars-là vont tenir? Et ouais, ils tiennent, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, je trouve ça impressionnant. Juste, j'ai un petit mot moi sur McDaniels quand même. Qui termine avec 22 points sur ce match-là, il a 9 sur 15 au tir, 4 interceptions. Les playoffs de Jaden McDaniels, c'est un énorme motif d'espoir pour Minnesota en fait. Quel que soit le stade, même ça peut s'arrêter sur un 4-1, tu dis ok, on a Edwards, mais on a aussi McDaniels quand même. Alors McDaniels c'est pas un All-Star, tu vois, c'est pas un futur All-Star, mais si on a vraiment un mec qui est capable sur toute une campagne de playoff d'être à, je vais regarder, il est à combien de points, tu sais ah non, ça c'est sur les finales de conf. Sur les finales de conf, il score autant que Julius Randle, mais sur les playoff rounds, il est donc à 15 points par match, 54% au tir, 40% à 3 points. Si Jaden McDaniels, il peut refaire des campagnes comme ça,
Ouais, avec de la défense en plus, là aussi, c'est un joueur Ouais. qui est bon des deux côtés du terrain. Enfin, Ultra encourageant quand même pour Minnesota. je peux redire ce que tu nous disais avant qu'on commence, hein, c'est-à-dire que à part pour Yanis, il n'y a pas un trade où tu mets McDaniels si t'es Minnesota. C'est ça, ouais. Je pense que même pour Kevin Durant, tu mets pas Jaden McDaniels, quoi. Tu Mm. sais, il a 24 ans, il défend. T'as besoin de lui. Si t'as Durant sans avoir McDaniels, c'est nettement moins intéressant. Et ouais, on reparlera de Minnesota. Naz Reid a Ouais. une possibilité de signer un nouveau contrat. Julius Randle aussi. Ça risque de bouger. Cette équipe qui allait en finale de conférence va sans doute, et a des raisons en plus de penser en mode, bah, ok, ça fait 2 années qu'on est si proche, il y a peut-être encore un trade à faire. Peut-être qu'il y a encore un trade qui peut nous faire passer au-dessus. On verra ce qu'ils vont faire aussi avec, par rapport à Rudy, qui fait d'ailleurs plutôt un bon match, hein, franchement. Franchement, donc il fait 13 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 contre. Il est dans le positif au niveau du plus-minus quand il est sur le terrain. Presque là aussi, je l'ai presque trouvé pas assez exploité, pas assez servi parfois. Mais il y a un deux, truc. il attend tout seul, il est pas, tu vois. Il y a un truc, c'est qu'il est à 40% au lancer en fait sur Ouais. la série. Et ça joue en fait sur le moment où tu veux lui passer la balle. Pardon, Shai, je t'ai coupé Non, mais ça a du sens. Ouais. parce que je pense que tu sais qu'ils vont faire faute. Et s'ils font, en fait, le Thunder va être à l'aise avec faire faute. 40%, c'est moins d'un sur deux, quoi. C'est ça, c'est son pourcentage sur la série. Et sur les playoffs, c'est élargi aux playoffs, il est à 50%. Ouais. C'est trop faible, en fait. C'est le seul problème parce que moi, je suis d'accord avec toi, il fait un très bon match. Mais tu te dis, mais si on l'alimente, en fait, ils vont faire faute. Ils vont faire faute et c'est un peu comme Mitchell Robinson. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on laisse filer des points en route? En tout cas, voilà. En tout cas, il a été très bon. C'est pas lui qui leur fait perdre le match. C'est clair. Non, lui aussi à l'intersaison, on reparlera des Wolves si et lorsque l'élimination sera actée. Mais forcément, ils vont considérer tout un tas de choses. Ils sont tellement pas loin qu'ils vont chercher le moindre petit moyen d'ajuster, de progresser, de passer le cap. Donc ça va considérer quasiment tout le monde dans l'équipe, à part Anthony Edwards, je pense. Après, honnêtement, Gobert, aujourd'hui, maintenant que son salaire pèse plus la même chose dans le cap, donc il est à 35 millions sur l'an prochain. Donc c'est pas un salaire de star. Tu es sur un salaire de joueur majeur, mais pas de star. Genre, c'est pas un salaire de all-star. Donc on va enfin pouvoir le prendre comme il est. C'est-à-dire que Rudy Gobert, c'est pas une star, mais c'est un joueur de complément de luxe. Genre, c'est pas un joueur de complément façon Dante DiVincenzo, c'est un cran au-dessus. C'est un cran en dessous des stars, mais c'est un cran au-dessus des role-players. Et si tu le considères comme ça, c'est-à-dire un joueur qui forcément a des lacunes, si tu es un joueur de complément de luxe, tu as des lacunes. Il y a déjà des stars qui ont des lacunes, mais là, c'est acté que tu as des lacunes. Si tu le prends comme ça, si tu le prends comme tel, comme il est ultra intéressant en fait. Parce que, et tu as raison, c'est pas de sa faute à lui en fait si les Timberwolves là, ils sont menés 3-1. Il fait pas partie du problème. Et moi, je dirais qu'à l'inverse, si ton équipe elle est construite autour d'Anthony Edwards, c'est super intéressant en fait d'avoir un Rudy Gobert. Limite, là, je suis les Timberwolves, je regarde mon 5 majeur, je me dis, ok, Gobert, McDaniels, Edwards, ça bouge pas. Par contre, il faut qu'on trouve un mec soit plus fort que Randle, soit plus fort que Conley, soit les deux. Tu vois, t'imagines les Timberwolves, ils ont Derrick White à la place de Mike Conley? Oui, bah oui. Tu vois, en fait, cette équipe, c'est plus du tout la même chose, en fait. Et c'est pas pour taper sur Conley qui, pour le coup, fait des playoffs à son âge où il se bat, il met des tirs. Tu vois, juste, il a des limites naturelles d'un mec qui commence à être vieux et qui a jamais été très grand, qui a jamais été très athlétique, tu vois. Mais donc quand je dis tu mets Derrick White, c'est même plus une ode à Derrick White. C'est en mode, bah ouais, tu mets un mec beaucoup plus fort à sa place. Bah, les Timberwolves, d'un coup, c'est une autre équipe, en fait. Donc moi, je garderai Gobert. Mais oui, tu as raison, ils vont se poser tout à fait raison. Évidemment, ils vont se poser des questions sur tous les mecs qui ne s'appellent pas Anthony Edwards ou éventuellement Jaden McDaniels. Ouais. On a fait peut-être le tour. Je ne sais plus s'il y avait d'autres infos en dehors. Pas particulier. Si, peut-être pour mauvaise nouvelle quand même pour Indiana. Sur le Game 4 là, qui arrive entre Indiana et New York, Aaron Nesmith, oui, c'est son prénom. J'avais un doute sur le prénom. Aaron Nesmith est pas sûr de jouer. Ouais, j'ai vu ça. Pas sûr de jouer, donc potentiellement diminué s'il venait à jouer. On se posait la question. Dans tous les cas, il serait diminué. Après, vu que c'est la cheville, je pense qu'ils vont tenter quelque chose. Ils vont essayer de le faire jouer. On a vu qu'il était super important et il est en quoi? Il est en probable, questionable. On sait pas encore. Ouais, il est game time décision. Donc ça fait un peu partie de l'intox. Il y a moyen qu'il joue. Ouais, ça fait partie de l'intox des débuts de match pour essayer de tromper l'adversaire. Il est touché, c'est sûr. On l'a vu, il s'est blessé et il a été gêné dans le 4e quart-temps. Mais moi, je pense qu'il va jouer. En tout cas, mais même s'il joue, en fait, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le 4e quart-temps, c'est que c'est important qu'il soit très proche d'être à 100% parce que
c'est un mec qui est à 50 et quelques pourcents à 3 points Ouais. sur les playoffs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont besoin de lui, ils ont besoin de lui en forme. Euh, il va être un facteur important. Et ce match est très important, hein, Ouais. évidemment pour Indiana. Hein. Enfin, c'est comme l'autre match on est dans le même scénario que Minnesota OKC. C'est un match crucial. Et sachant que les Knicks, en plus, euh, contrairement à Minnesota, si Minnesota était revenu à 2-2, tu vois, le Game 5 était quoi qu'il arrive à Oklahoma City. Mhm. Là, les Knicks, s'ils gagnent, ils seraient sur 2 victoires de suite avant un Game 5 au Madison Square Garden. Ouais, il récupère Donc, l'avantage, quoi. ils récupèrent, ouais, c'est comme si, ouais, voilà, c'est comme s'ils Bon, récupéraient l'avantage du les terrain. Knicks au Garden cette année, bon, c'est sur un playoff, ils ont du mal quand même. Ouais, Mais mais bon, voilà, tu sais oui, toujours bien qu'il y a sûr. une certaine ambiance. Et puis les adversaires aiment bien jouer à New York au final. C'est presque un problème, ça. Franchement, ils veulent tous, ouais, moi je veux mon match au Garden, je veux mes 50 points, je veux être dans la légende. C'est presque un problème, ça. Bon, en tout cas, on débriefera ça demain. On sera en direct ce soir sur Twitch. On est bien mardi, autour de Si, 23h15, si, 23h20. on vous préviendra avant, hein, Oui, c'est vrai, oui. si j'ai pas un bébé qui arrive entre Ah temps, ouais, ce qui est possible, mais effectivement. normalement on sera là, ouais. Ça marche, pas de souci. Et puis, écoutez, dans le pire des cas, on se retrouvera demain pour un CQFR. Peut-être une surprise qui arrive. On n'a pas mis de pod hier. Voilà, il y a peut-être une petite vidéo de plus qui devrait pas tarder à débarquer. Donc, restez branchés. Allez, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao.